Je me suis réveillé face contre terre, le visage en sang, derrière une benne, un soir glacial à Paris. J'avais été tabassé à mort, et les flics m'ont juste demandé mon nom, sans lever les yeux. À leurs yeux, j'étais juste un mec noir de plus aux urgences, à 2 heures du matin. Mais ce n'était pas un hasard. Depuis l'enfance, j'ai appris à survivre dans un monde qui n'a jamais voulu de moi. J'ai gravi les échelons, bâti ma carrière, atteint des sommets, mais aucune réussite ne m'a jamais protégé du mépris, des regards, du danger. Et parfois, quand je me regarde dans le miroir, je me demande encore combien de temps je vais pouvoir tenir. Je me suis réveillé dans une flaque de sang, derrière une benne à ordures, rue de la Verrerie. Je ne sais pas combien de temps j'étais inconscient assez pour que le bitume sous moi devienne glacé et que ma respiration sorte en buée. Chaque respiration me déchirait les côtes. Mon œil gauche était complètement fermé. Ma lèvre, fendue jusqu'à l'os, avait le goût du métal. J'ai essayé de crier. Rien n'est sorti. Juste un souffle. Quelqu'un a dû prévenir les secours, car j'ai fini par entendre les sirènes. Les gyrophares bleus ont tranché l'obscurité. J'ai cru que la douleur allait empirer encore. Votre nom ? A demandé un flic sans même me regarder. Je pouvais à peine bouger la mâchoire. Malik, j'ai murmuré. Malik Wright. Ils m'ont demandé si je savais qui m'avait agressé. J'ai dit non. Ou peut-être que si. 3 mecs blancs en sweat à capuche, qui hurlaient des insultes. Un d'eux a crié, on va lui apprendre à se détraquer. Je savais ce qu'ils voyaient en moi. Et je savais que, peu importe ce que je disais, rien ne changerait. Le flic a haussé les épaules, sans doute un vol qui a mal tourné. Ça arrive. Il n'avait rien volé. Mon portefeuille était toujours dans ma veste. J'ai passé la nuit à l'hôpital. 5 côtes cassées. Une fracture de l'orbite. Une commotion cérébrale. Le lendemain matin, on m'a libéré avec une ordonnance et une tape sur l'épaule. Aucun suivi. Aucune enquête. Juste une statistique de plus. Mais pour moi, ce n'était pas nouveau. Ma vie entière, c'était de la survie. Mes parents disaient que j'étais né, cassé. Mon père a commencé à boire avant même que je marche. Ma mère a suivi le mouvement. À 7 ans, je lui ai dit que je voulais devenir danseur. Elle m'a giflé si fort que je suis tombé. Quand j'ai pleuré, elle m'a traîné devant le miroir et m'a dit « Si tu veux être comme ça, tu ferais mieux de tigrer qu'habitué. Les gens te détesteront. » À 10 ans, les bleus étaient devenus normaux. Ils me tenaient responsable de tout, le frigo en panne, les loyers impayés, le licenciement de mon père. J'étais, disait-il, leur honte. Pas assez, homme. J'ai arrêté de parler à l'école. J'ai arrêté de sourire. Personne ne l'a remarqué. Mais j'ai étudié. Comme un forcené. Les bouquins étaient ma seule porte de sortie. J'ai postulé à toutes les bourses possibles. J'ai passé le bac avec mention, j'ai réussi les concours, et quand j'ai décroché une place à Sciences Po Paris avec une bourse intégrale, mes parents n'ont rien dit. Juste, reviens pas. Et je ne suis jamais revenu. Je croyais être libre. Mais j'étais loin d'être prêt pour la suite. Sciences Po, c'était un autre champ de bataille. La violence n'était plus physique, c'était le silence. Les regards en coin quand je prenais la parole en amphi. Les projets de groupe où mes idées étaient ignorées, jusqu'à ce qu'un autre les répète, mot pour mot. T'es là grâce à une bourse, non, lâchait-il, comme si c'était une aumône. Une fille m'a dit un jour, très sérieusement, tu t'exprimes super bien, pour quelqu'un comme toi. Comme si j'étais censé aboyer. Mais le pire, c'était la vie en résidence. Je restais dans mon coin, la tête baissée, concentré sur mes études. Pourtant, les rumeurs sont allées vite. Certains m'appelaient « le mec qui se la raconte ». D'autres, c'était bien plus sale. Je ne me cachais pas, mais je ne faisais pas de pub non plus. Quelqu'un a dû voir quelque chose. Des mots sont apparus sur ma porte. Dégénéré. Retourne chez toi. Un jour, ils ont même laissé un rat mort devant ma chambre. Pas de caméra. Pas de sanction. J'ai signalé tout ça. L'administration m'a répondu, il faut être conscient de la manière dont votre présence peut être perçue par les autres. J'ai voulu abandonner. Mais abandonner, c'était retourner d'où je venais. Et il n'y avait plus de « chez moi » pour moi.
Alors j'ai tenu bon. J'ai fini mes études en avance. Major de promo. Et j'ai décroché un poste à 6 chiffres dans une boîte tech à Paris, avant même d'avoir mon diplôme en main. Je pensais que j'avais réussi. Le premier jour, mon nouveau patron, un mec au sourire aussi faux que son bronzage, m'a demandé devant toute l'équipe, « Alors Malik, c'est quoi ton histoire? Comment t'as atterri ici ?» J'ai répondu avec un sourire, « Le travail. » Il a éclaté de rire. « Non mais sérieux. Les gens comme toi, on les voit rarement à ce niveau. » J'ai serré les poings sous la table. Les RH m'ont dit ensuite qu'ils voulaient juste briser la glace. Ils m'ont mis dans un bureau minuscule à côté du local d'entretien. Les postes avec vue étaient déjà pris. Pendant 2 ans, j'ai servi le café à des gens que je surpassais sur tous les tableaux. Je codais plus vite, je corrigeais plus d'erreurs, je bossais tard sans jamais me plaindre. Rien ne changeait. Jusqu'au jour où le directeur financier, un type discret nommé Briand, a remarqué mes rapports. Il avait grandi dans la galère, lui aussi. Différente, mais tout aussi violente. Il m'a convoqué dans son bureau et m'a dit, « Tu n'as rien à faire en bas. » Il m'a promu. Comme ça. Et là, les murmures ont recommencé. Il doit avoir des infos compromettantes. Il a joué la carte de la race. On m'invitait de moins en moins aux réunions. Les mais ne m'arrivaient plus. Dès que j'entrais dans une pièce, le silence tombait. Mais je m'en fichais. J'avais une mission. Et pour la première fois, un peu de pouvoir. Alors j'ai grimpé. Vite. Jusqu'à devenir directeur. Et c'est là que l'enfer a vraiment commencé. Être directeur ne signifiait pas être respecté. Ça voulait dire qu'ils me détestaient, mais à voix haute, cette fois. Je le voyais dans leur regard, dans leur maille, dans chaque réunion où l'on remettait en question mes décisions, même quand les chiffres jouaient pour moi. Mes projets étaient bloqués. Mon équipe sabotait. Un cadre supérieur m'a même accusé de lui avoir volé une idée. J'ai répondu avec des preuves et des horodatage. Mais le mal était fait. Dès ce jour-là, tous les regards sont restés braqués sur moi. Ils ne voulaient pas de moi. Pas parce que j'étais jeune. Pas seulement parce que j'étais noir. Ni même parce que je ne me conformais pas. Mais parce que j'avais réussi dans un monde conçu pour me laisser dehors. Le point de rupture est arrivé lors du séminaire annuel des cadres. Un de ces week-ends ridicules dans un hôtel de luxe en Sologne. Faux feu de cheminée. Vraie tension. Chaque année, ils organisaient leur petit jeu, les « cercles de vérité », après quelques verres. Juste une bande de dirigeants qui font semblant d'être humains. Ce soir-là, le sujet DI, diversité, équité, inclusion, a été mis sur la table. Un des vice-présidents a lâché, on en a déjà assez fait. Faut pas croire qu'on a embauché Malik pour ses compétences. Rire. Même la RH a souri. Moi, non. Je me suis levé. J'ai redressé mon col et j'ai dit, dis-le-moi en face. Silence. Il a haussé les épaules, ricané. Détends-toi, c'est pour rire. Non. C'est la première fois que tu es honnête. À partir de là, j'étais grillé. Réunion sans moi. Projet retiré. Budget supprimé. L'agressivité passive est devenue politique de boîte. Mais j'ai tenu bon. J'ai monté ma propre équipe. J'ai recruté des talents que personne ne voulait. J'ai mentoré des jeunes de quartiers oubliés. Je me suis assuré qu'ils ne se contenteraient pas de survivre ici, qu'ils y brilleraient. Mais à force, ça m'a épuisé. Je dormais peu. Mal. Je me nourrissais n'importe comment. Plus de vie amoureuse. Plus rien. Je commençais à voir des ombres là où il n'y en avait pas. À traverser la rue dès que j'apercevais un groupe de gens, même en plein jour. Et puis un soir, ils m'ont tué. Je venais de quitter un dîner d'affaires. Costume, cravate, attaché-caisse. Je marchais vers ma voiture, garée à 2 rues de là. J'ai entendu des pas derrière moi. J'ai continué. Ne pas montrer la peur, c'est la règle. Arrivé à l'angle de la rue, dans une ruelle sombre, ils ont frappé. 3 types. Vite. Sans mot d'avertissement. L'un a dit, on te voit, Malik. L'autre, c'est pour que tu n'oublies pas. Puis des coups. Des bottes. Le silence. Ils ne m'ont rien volé.
Même pas une insulte en plus. Ils ont juste frappé. Pour faire mal. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, personne du boulot n'était venu. Aucun appel. Aucun SMS. Juste un mail des RH, le lendemain, prenez le temps qu'il vous faut. Non rémunéré, bien sûr. J'ai lu ce message. Et j'ai pensé, qu'est-ce qu'il me reste, au fond? Après l'agression, je suis resté enfermé chez moi pendant 3 semaines. Volet clos. Téléphone éteint. Je ne supportais pas mon reflet. Les bleus s'estompaient, mais pas la peur. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Chaque sonnerie à la porte, c'était comme un signal d'alarme. Mais pire que la peur, il y avait le silence. Le monde continuait. Sans moi. Pas de une dans les journaux. Aucune enquête ouverte. J'ai fait une déclaration à la police, bien sûr. Procédure. Ils ont noté, agression avec violence, motif inconnu, pas de témoin, probablement tentative de vol. Je leur ai dit qu'on ne m'avait rien pris. Ils ont haussé les épaules, vous les avez peut-être effrayés. Aucune suite. Aucune empreinte. Juste un tas de papiers que je n'avais même pas la force de lire. Un soir, je me suis retrouvé assis sur mon canapé, un verre de whisky dans une main, une boîte de médicaments dans l'autre. Je ne pensais pas à en finir. Je voulais juste ne plus ressentir. Être vide, ce serait toujours mieux que ce gouffre-là. Et c'est là que mon téléphone a vibré. Un message. Inattendu. De Sciences Po. Un jeune étudiant noir, qui avait trouvé mon nom via une bourse que j'avais financée anonymement. Il m'avait retrouvé sur LinkedIn. Son message tenait en une phrase, « Merci. Je n'en serai pas là sans votre bourse. J'espère vous rencontrer un jour. » Je suis resté figé devant ce message pendant des heures. Le lendemain matin, je me suis levé. Je me suis rasé. Et j'ai envoyé un mail au RH. Je leur ai dit que je revenais lundi. Quand je suis entré dans le bâtiment, ils m'ont regardé comme si j'étais un fantôme. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas expliqué. Je suis allé droit dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte, et j'ai recommencé à bosser. S'ils voulaient me faire partir, il faudrait me virer. Et s'ils le faisaient, je m'assurerais qu'ils en paient le prix. J'ai engagé un avocat. Pas pour attaquer. Pas tout de suite. Juste pour documenter. Chaque remarque. Chaque projet bloqué. Chaque refus d'augmentation injustifié. J'ai constitué un dossier. Un mur. De preuves. Et puis, j'ai contre-attaqué. J'ai lancé une initiative, un programme tech pour les jeunes des quartiers oubliés. Sans demander l'avis de personne. J'ai trouvé les financements. J'ai contacté des assos. Obtenu une couverture médiatique avant même que le conseil d'administration n'ait le temps de réagir. Du jour au lendemain, je suis devenu le visage de la diversité dans l'entreprise. Ils ne pouvaient plus me toucher sans backlash. Mais je ne le faisais pas pour eux. Je le faisais pour ceux qui me ressemblaient. Ceux qu'on regarde à peine. Ceux à qui on répète tous les jours qu'ils n'y arriveront jamais, et qui pourtant avancent. Les collègues ont commencé à me regarder autrement. Pas mieux. Juste avec prudence. Comme s'ils ne savaient plus de quoi j'étais capable. Un jour, un vice-président m'a coincé dans l'ascenseur. Il s'est penché vers moi et a murmuré, « Tu joues un jeu dangereux, Malik. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu, « Je joue à ça depuis que je suis né. » Les portes se sont ouvertes. Je suis sorti. Mais même à ce moment-là, je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. Plus je montais, plus les murs se refermaient. Le succès ne me protégeait pas, il me rendait plus visible. La presse a commencé à m'approcher pour des interviews. Quelques articles sont sortis avec des titres comme « Le parcours improbable de Malik Wright ». Improbable. Comme si j'étais censé être mort ou en prison. Le conseil d'administration détestait cette attention. Officiellement, il me félicitait. En coulisses, il s'inquiétait. C'est quoi son agenda? Il veut politiser la boîte? Pourquoi il ne mentor que certains profils? Il ne disait jamais les vrais mots. Mais moi, je les entendais quand même. Un après-midi, je suis entré dans mon bureau et j'ai trouvé une note sur ma chaise. Pas de signature.
3 mots écrits en majuscules, reste à ta place. La sécurité a vérifié les caméras. Rien. Elles étaient en maintenance ce matin-là. Je n'ai rien dit. Même pas à mon avocat. J'ai plié la note et je l'ai glissée dans mon tiroir, juste à côté d'une vieille photo de moi à 17 ans, œil au beurre noir, lèvres fendues. Le jour où j'ai fugué pour la première fois. Mon rappel de tout ce que j'avais traversé. De qui j'étais vraiment. 2 jours plus tard, j'ai découvert qui avait laissé la note. Mon assistante. Lisa. Celle que j'avais prise sous mon aile depuis son stage. Celle à qui j'avais confié mes rendez-vous, mes projets, mes absences. Elle transmettait tout au directeur financier. Oui, celui-là même qui m'avait promu. Apparemment, j'étais devenu une menace à ses yeux. Je l'ai convoquée en privé. Elle n'a rien nié. Ils m'ont proposé un poste de directrice. Je l'ai accepté. Tu t'es servi de moi, j'ai dit. Elle m'a fixé et a répondu, toi aussi, tu t'es servi des autres. Tu crois qu'être une victime te rend intouchable. Je ne l'ai pas renvoyé. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit, sors de mon bureau. Elle est partie. Sans un mot. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas à cause d'elle. Des trahisons, j'en avais connu. Non, ce qui me hantait, c'était cette certitude glaciale, peu importe jusqu'où j'irais, les règles changeraient toujours pour m'éjecter. Alors j'ai décidé de changer les règles. J'ai appelé une journaliste. Officieusement, d'abord. Je lui ai donné une histoire. Pas sur moi, mais sur le système. Les discriminations silencieuses dans le monde de la tech. Je lui ai fourni des documents. Des schémas. Des noms. Elle a publié. Et là, tout a explosé. Du jour au lendemain, je n'étais plus seulement Malik Wright, directeur de la stratégie. J'étais devenu lanceur d'alerte. Agitateur. Symbole. Et ça les a terrifiés. Les RH m'ont convoqué. Le service juridique voulait ma version. Le conseil d'administration m'a proposé une mise en congé temporaire pour le bien de l'entreprise. J'ai dit non. Et puis, quelque chose s'est produit. Quelque chose que je n'attendais pas. Les 6 stagiaires, tous issus du programme que j'avais lancé, ont quitté leur poste. En silence. Puis 2 managers juniors. Puis, toute mon équipe. Ils sont descendus dans le hall d'entrée, pancarte à la main, nous soutenons Malik. Je les ai regardés depuis la mezzanine. Le cœur battant. La gorge serrée. Pour la première fois, je n'étais pas juste en train de survivre. J'étais vu. Mais je savais, au fond, que le prix n'avait pas encore été payé. Ils ne pouvaient pas me virer. Pas tout de suite. Pas avec les médias braqués sur eux, ni avec mon nom dans toutes les tendances. Mais ils n'avaient pas besoin de me renvoyer pour me broyer. Réunion décalée à la dernière minute. Accès informatique bloqué par erreur. Mes projets confiés à d'autres dans un souci de réorganisation. J'étais devenu un fantôme, avec un titre pour toute existence. Mais j'étais là. Tous les jours. À l'heure. Costume impeccable. Regard calme. Ils attendaient une réaction. Je leur ai servi le silence. Derrière ce silence, pourtant, je brûlais. Ma boîte mail se remplissait de messages de haine, certains anonymes, d'autres signés. Insultes racistes. Menaces de mort. Accusations. Un mail disait, tu es tout ce qui ne va pas avec ce pays. Retourne dans ton trou. J'ai tout transféré au RH. Leur réponse ? Merci de votre patience pendant cette période complexe. Un soir, j'étais seul dans les toilettes du dernier étage. Je me suis regardé dans le miroir, les mains crispées sur le lavabo. Ce que j'ai vu, c'était pas de la fatigue. C'était de l'érosion. Comme si le gamin que mes parents tabassaient parce qu'il parlait trop avait grandi en homme qu'on essayait encore d'éteindre. Malgré les diplômes. Malgré les titres. J'ai murmuré, tu n'es pas fou. Tu n'es pas faible. Ils veulent te briser. Le lendemain, j'ai contacté un autre avocat. Pas le mien. Un spécialiste des droits civiques. Niveau national. Sérieux. On s'est préparé pour la guerre. Ce n'était pas pour l'argent. Ni par vengeance.
C'était pour la mémoire. Pour que, s'ils essayaient de m'effacer, je laisse une trace indélébile. Et puis, quelqu'un a fait fuiter les emails internes que j'avais compilés. Ce n'était pas moi. Je ne sais toujours pas qui. Mais cette fois, le dossier avait des dents. Une commission parlementaire a lancé une enquête sur les discriminations dans le secteur de la tech. Mon nom revenait dans chaque article. Certains me traitaient de courageux. D'autres de menteur. Mais une chose était sûre, on ne pouvait plus faire semblant de ne pas me voir. C'est à ce moment-là que le PDG, qui ne m'avait pas adressé un mot depuis des mois, m'a convoqué dans son bureau. Seul. Il a versé 2 verres de whisky, en a glissé un vers moi et a dit « T'es intelligent, Malik. Mais l'intelligence ne te met pas à l'abri. » Je n'ai pas touché le verre. Il s'est adossé à son fauteuil, tout ça peut s'arrêter si tu pars discrètement. On appellera ça un congé sabbatique. Pleine indemnité. Clause de confidentialité. Aucun mal n'aura été fait. Je l'ai fixé. Tu crois que je me bats pour une prime? Il a souri. Je crois que tu tiens à rester en vie. Voilà. Enfin la vérité, posée sur la table. Je me suis levé, j'ai reboutonné mon manteau, et j'ai dit, tu viens de renforcer mon dossier. Puis j'ai quitté la pièce. Le soir même, mes pneus ont été crevés. La police m'a promis d'enquêter. Je n'y ai pas cru une seconde. J'ai loué une voiture, roulé jusqu'à un motel en périphérie. Assis au bord du lit, sans allumer la télé, sans musique. Juste moi, le silence, et l'angoisse qui rampait sous ma peau. J'ai pensé à tout abandonner. Quitter le pays. Disparaître. Mais je me suis souvenu de chaque fois où je passais devant ma mère, le visage tuméfié, et qu'elle ne me regardait même pas. Du prof qui m'avait dit, des gars comme toi ne s'en sortent jamais. Des 3 types dans l'allée sombre. Et j'ai murmuré dans le noir, pas cette fois. Je n'ai pas dormi. Mais je n'ai pas cédé non plus. Une semaine plus tard, les convocations officielles sont tombées. Pas seulement pour ma boîte. Pour 5 entreprises majeures du secteur tech. L'État nous avait à l'œil. Et moi, j'étais au centre du cyclone. Je suis retourné bosser comme si de rien n'était. Cravate ajustée. Regard tranchant. J'arpentais les couloirs comme une tempête qu'il faisait semblant d'ignorer. Mais dans l'ombre, je préparais ma déposition. Complète. Millimétrée. Fait, date, non. Aucun flou. Et malgré ma contre-attaque, les murs continuaient de se refermer. Un matin, je suis arrivé et mon ordinateur avait disparu. Mon badge d'accès désactivé. Le vigile que je saluais tous les jours a détourné le regard en me tendant un papier, mis en disponibilité. Enquête interne en cours. C'était ça, leur stratégie, me couper avant l'audition. Me faire passer pour instable. Discréditer ma parole. Mais ils m'avaient sous-estimé. Il me restait la seule arme qu'ils n'avaient jamais pu m'enlever, ma capacité d'adaptation. J'avais tout sauvegardé. Dossier chiffré. Cloud sécurisé. Des témoins aussi. Des gens qui avaient vu, entendu, supporté, et qui, désormais, étaient prêts à parler. 3 jours plus tard, je me suis présenté dans un bâtiment officiel, face à une commission parlementaire. Autour de la table, des hommes et des femmes au regard perçant, au stylo prêts à trancher. J'ai raconté. Posément. D'un ton calme. Chaque mot choisi. Chaque détail étayé. À la fin, un député m'a demandé, « Monsieur Wright, pourquoi ne pas avoir quitté ce poste? Pourquoi avoir tenu ?» J'ai marqué une pause. Puis j'ai dit, « Parce que si je partais, un autre prendrait ma place. Et il saignerait comme moi. Peut-être pire. » Cette phrase-là a fait le tour des médias. Du jour au lendemain, l'histoire a franchi les frontières. J'étais partout, podcast, plateau télé, réseau pro. Certains me qualifiaient de héros. D'autres, de danger public. Mais plus personne ne pouvait ignorer ce que je représentais. Dans ma boîte, c'était la panique. Des sponsors ont suspendu leur contrat. L'action a plongé. Les actionnaires ont exigé des réponses. J'ai reçu un appel du directeur financier. Celui qui m'avait un jour tendu la main, puis poignardé dans le dos. Il n'a pas présenté d'excuses. Il a juste dit, ils veulent négocier.
Je lui ai répondu, je ne veux pas d'argent pour me taire. Mais ce que je voulais, c'était la vérité. La justice. 3 semaines plus tard, ils ont proposé un accord. Indemnité conséquente. Déclaration publique. Réforme structurelle DI. 4 cadres virés. 2 membres du conseil déplacés. Et une offre, devenir consultant externe. Salaire triplé. J'ai refusé. Je ne voulais pas rentrer. J'ai pris le chèque. J'ai ajouté mes économies. Et j'ai lancé ma propre entreprise. Une start-up. Objectif, recruter, former, promouvoir ceux qu'on n'a jamais voulu voir réussir. En 6 mois, on était 40. 2 gros contrats. Et pour la première fois, je ne survivais plus. Je construisais. Mais les nuits, elles, restaient étrangement calmes. Trop calmes. Allongé dans mon lit, je regardais le plafond, les sons de la ville en fond. Et je me posais cette question, est-ce que j'ai gagné? Ou juste perdu moins vite que les autres? Et toujours, l'écho de l'allée. Du sang. Du silence. Alors je murmurais, encore, pas cette fois. La start-up a tout changé. Pour la première fois de ma vie, c'est moi qui fixais les règles. J'ai créé un lieu où personne n'avait besoin de cacher qui il était. Pas de masque. Pas de jeu. Juste du travail. De l'effort. Du respect. On a recruté ceux que les autres boîtes ignoraient, des anciens détenus qui avaient appris à coder derrière les barreaux, des vétérans marqués par la guerre, des femmes qu'on avait rabaissées dans des bootcamps. Je ne regardais pas les CV. Je regardais le feu dans les yeux. La volonté. Et ils ont tout donné. Notre première appli, un outil de gestion de projet ultra efficace, a cartonné dès sa sortie. Les grosses entreprises ont essayé de me piquer mes talents. Je les ai payés mieux. Je leur ai donné des parts. Chez nous, la loyauté n'était pas un contrat. C'était un choix. Mais même avec le succès, le passé n'était jamais loin. Un soir, j'ai reçu un appel. Numéro masqué. Indicatif de région, 01. Paris. J'ai hésité. J'ai décroché. Malik? La voix tremblait. C'était ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis que j'avais quitté la maison pour Sciences Po. La dernière fois qu'on s'était parlé, elle m'avait giflé en voyant un badge arc-en-ciel sur ma veste, en disant « Tu veux finir comme ces gens-là » Très bien. Mais pas sous mon toit. Là, sa voix était lente. Fatiguée. Brisée. Elle a dit « Je t'ai vu à la télé. T'as fait de grandes choses. » Je n'ai rien répondu. Elle a continué « J'avais tort. On avait tort. Ton père est mort l'an dernier. Le foie. Je suis seul maintenant. » J'ai failli dire « Et alors ?» Mais je me suis contenté de demander « Pourquoi maintenant ?» Elle a mis du temps à répondre. Puis, parce que je suis fier de toi. Et, parce que je suis malade. J'ai senti l'ancienne douleur remonter. Les cris. Les coups. Les nuits dans le noir. Tout ce que j'avais enfoui. Elle m'a demandé si elle pouvait venir. Une seule fois. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Elle a pleuré. J'ai raccroché. Le lendemain, je suis resté des heures devant mon téléphone. Pas pour la rappeler. Mais parce que je ne savais plus à quoi ressemblait le pardon. J'avais tellement passé d'années à reconstruire ma vie sur les cendres, que je ne savais plus si la laisser entrer, c'était guérir ou recommencer à brûler. Alors j'ai fait ce que je faisais toujours quand je ne savais plus. J'ai travaillé. Et c'est là que j'ai reçu un mail. De ce même commissariat qui avait bâclé mon dossier d'agression. Ils avaient retrouvé de nouveaux suspects. Une caméra de station-service avait capté des images. Un des agresseurs, arrêté dans une autre affaire, avait parlé pour obtenir une réduction de peine. Il voulait que je vienne l'identifier. Ma première pensée, non. À quoi bon? Mais je me suis souvenu de cette voix dans la ruelle. On te voit, Malik. Alors j'y suis allé. Ils m'ont montré la vidéo. Moi, en boule. Les coups. Le sang. Je n'ai pas détourné le regard. C'est lui, j'ai dit. Le flic a hoché la tête, on va s'en occuper. En sortant, je ne ressentais rien. Ni soulagement. Ni victoire.
Juste ça, j'avais survécu à quelque chose que la plupart n'arrivent même pas à nommer. Et peut-être que, c'était le début d'un nouveau combat. L'homme qui m'avait agressé a plaidé coupable. Pas de procès. Pas d'excuses. Juste une salle d'audience glaciale et une sentence qui sonnait creux. 5 ans de prison. Libérable dans 3. On a parlé des agressions à motivation haineuse, mais sans jamais oser dire crime raciste. Les failles du système. Encore. En sortant du tribunal, des caméras m'attendaient. Je n'ai pas arrêté. Pas un mot. Ce jour-là, je ne voulais pas être un symbole. Le soir même, je suis resté seul, assis dans mon bureau. Lumières éteintes. La ville scintillait derrière les vitres. J'ai ouvert une vieille boîte, planquée sous mon bureau. Dedans, les restes d'une vie que j'avais dû fuir. Une photo de moi et ma sœur, avant qu'elle disparaisse de nos vies. Un bulletin scolaire, tout en A, que mon père avait utilisé comme excuse pour me frapper parce que je n'avais pas rangé ma chambre. La lettre d'admission à Sciences Po, unique preuve que j'avais été désiré quelque part. Et cette note reste attachée à place. Je l'ai regardée longtemps. Puis je l'ai glissée dans la déchiqueteuse. Lentement. Parce que j'avais fini de me taire. À la fin de cette semaine-là, j'ai réuni tout le personnel. 67 salariés. Je leur ai annoncé qu'on allait étendre nos actions. Créer une branche éducation. Offrir des formations gratuites dans les lycées défavorisés. Des programmes de mentorat pour les jeunes placés. Des bootcamps pour les mères seules, les anciens combattants, tous ceux que le système laissait sur le bas-côté. J'ai dit, on ne crée pas que du code. On crée des sorties. Pour ceux qui vivent enfermés dans des vies qu'on a décidées pour eux. Ils se sont levés. Ils ont applaudi. Et pourtant, à ce moment précis, mes mains tremblaient. 2 heures plus tard, je recevais un message. Par le formulaire anonyme de notre site. Un seule phrase, tu crois vraiment qu'ils te laisseront changer quoi que ce soit? Tu n'es qu'une cible avec plus de lumière sur toi. Je ne l'ai montré à personne. Je l'ai brûlé. Parce que j'avais compris, enfin, la haine, les menaces, les coups, ce n'était jamais vraiment contre moi. C'était contre ce que je représentais. Un homme comme moi, qui parle, qui tient debout, qui réussit, ça leur fait peur. Et dès cet instant, la peur m'a quitté. Ce monde n'a jamais été bâti pour que des gens comme moi s'y épanouissent. Mais je n'ai plus besoin de leur permission. J'ai ouvert ma propre voie. Taillé dans le béton, la mémoire, les cicatrices. J'ai tout perdu. Ma famille. Ma sécurité. Ma voix. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien me prendre. Parce que je suis devenu la seule chose qu'ils n'ont jamais voulu que je sois. Incassable. Et vous, à ma place? Vous auriez continué à vous battre ou vous seriez parti pour toujours?